Je pense que nous pourrions commencer par une sorte d'esquisse historique concernant les concepts en question. Oh, le terme esquisse est évidemment obligatoire dans ce contexte car je pense qu'il est extrêmement difficile de faire un exposé historique complet sur ce terme. Mais il faut rappeler, je pense que c'est important, que le terme structure n'est pas un néologisme. Il n'appartient pas exclusivement à notre modernité. Il est employé couramment à l'âge classique dans un sens tout à fait proche de son étymologie latine, savoir construction, agencement de parties, architecture. Lorsque nos contemporains l'utilisent dans un sens vague, lorsqu'ils emploient mal ou vaguement, comme il est d'usage courant, ils reviennent sans s'en douter à cette acception historique, c'est-à-dire à cette préhistoire. Au lieu de lui donner le sens fort que nous allons définir tout à l'heure, et qui nous est propre, et qui est propre au temps moderne, ils reviennent à un sens faible qui était courant à cette époque. Au XVIIe siècle, par exemple, Leibniz parle de la structure des animaux pour désigner la disposition générale des pièces organiques de leur machine corporelle. À cette époque, et à ma connaissance, le terme de structure est attaché au domaine de l'histoire naturelle. Actuellement, nous couplons volontiers, et cette émission en est le témoin, nous couplons volontiers le terme structure et le terme modèle. Mais à cette époque, et surtout dans le contexte de l'histoire naturelle, il me semble que le meilleur couplage serait le couplage structure-type. Structure serait l'organisation générale des animaux, le squelette, la forme générale, la construction, leur architecture, et le type serait le représentant individuel d'une classe. Le parallélisme entre les deux couples n'est donc pas immédiat et ne s'impose pas. Bien entendu, il est possible de retrouver le terme structure en dehors du domaine de l'histoire naturelle. Par exemple, à la naissance des sciences humaines, Cournot l'utilise dans les sciences économiques, et ainsi de suite. Il faut dire que le terme structure prend son sens moderne, enfin son sens contemporain, au début de l'algèbre, et c'est ce sens-là qui fait révolution. Voici en gros ce qu'on pourrait dire sur l'historique, ou la préhistoire plutôt, de ce terme. Pour ce qui concerne le terme modèle, il est évident que la tradition philosophique est plus large, plus ancienne et plus complète, puisqu'elle remonte par exemple au platonisme. Mais à ma connaissance, son entrée sur la scène épistémologique, c'est-à-dire sa thématisation comme méthode, date du livre de Pierre Duhem, La théorie physique. Bien entendu, les physiciens, en particulier les spécialistes d'électromagnétisme en Angleterre, comme Maxwell ou même Faraday, avaient utilisé assez consciemment la méthode des modèles. Mais je crois que c'est Duhem qui, le premier, s'adonne à une élucidation philosophique de ces méthodes qui, bien entendu, pourraient être retrouvées dans l'histoire classique de la physique. Je crois qu'on peut dire à la rigueur que les physiciens ioniens, que Archimède même, nous le verrons pour des modèles d'univers, je crois, même Descartes utilisent consciemment ou inconsciemment la méthode des modèles. Mais au XIXe siècle, peu à peu, la conscience est prise d'une méthode particulière, et à mon avis, c'est Pierre Duhem qui l'introduit de façon systématique dans son livre sur la théorie physique. Bien entendu, à partir de Pierre Duhem, le mot a eu une fortune assez éblouissante, et c'est surtout à mathématiques que le terme est entré dans les habitudes et ensuite dans les autres sciences. Voilà en gros ce qu'on pourrait dire, non pas pour faire un historique complet de la question, mais pour donner la signification préhistorique plutôt de ces deux termes. Oui, en somme, tu as fait une petite archéologie. Je voudrais que nous nous attardions un peu, au moins en ce qui concerne le concept de modèle, en deçà de la rupture que tu Oui, signales et qui se fait dans l'ordre de l'algèbre ou dans l'ordre de l'épistémologie de la l'épistémologie en physique général. avec Duhem. Oui.
Et je pense qu'il serait bon, pour fixer le sens même de cette rupture, puisque nous y viendrons tout à l'heure, de parcourir un peu la sémantique du mot modèle, c'est-à-dire, si tu veux, les usages circulants de ce concept. Au moins, ceci nous permettra de montrer de quoi le concept scientifique doit se couper pour devenir opératoire. Alors moi, il me semble que ces acceptions circulantes du mot modèle, on les trouve dans les trois expressions modèle réduit, le peintre et son modèle, et un nouveau modèle de voiture, par exemple. Alors je les prendrai les uns après les autres, si tu veux. D'abord, le modèle réduit. Là, j'irai assez vite, nous y reviendrons tout à l'heure, à l'intérieur même de la construction épistémologique. Lorsqu'on parle d'un modèle réduit, d'avion ou de voiture, le modèle réduit dont se servent les enfants, ce qui donne lieu à la pratique du modélisme, au fond, on vise deux choses. D'abord, purement et simplement, une transformation au sens quasi géométrique du terme. C'est ça. Le modèle réduit, c'est au fond un objet homothétique de l'objet donné, de l'objet réel. D'ailleurs, sur ce point, sans faire de jeu de mots, c'est peut-être le terme module qu'il faudrait envisager plutôt que le terme modèle. Et le terme module a un sens assez précis, puisque les anciens l'utilisaient dans le sens de rapport arithmétique qui se conserve à travers un certain nombre d'exemplaires. Par exemple, on disait le module d'une colonne dorique, Leibniz parle du module d'une machine, etc. Alors je crois que, sans vouloir faire de jeu de mots trivial, c'est ici module qui s'imposerait peut-être. Bien, jeu de mots pour jeu de mots. Je parlerai ici volontiers de modulation, puisque tu as parlé de module, et ceci à propos de la peinture précisément, à propos du peintre et son modèle. Alors là, naturellement, dans cette relation du peintre à son modèle, nous avons une filiation plus évidente avec la tradition philosophique du terme, jusqu'au paradigme platonicien. Nous sommes, si l'on peut dire, dans la sphère de la représentation. Alors je prendrai un exemple un peu complexe, peut-être pour montrer comment on peut épuiser et redoubler cette signification de la sphère représentative. Si l'on prend, par exemple, après Michel Foucault, les Ménines de Velázquez. Peut-être y a-t-il dans ce tableau de Velázquez comme la représentation de la représentation classique et la définition de l'espace qu'elle ouvre. On voit que ce qui est précisément exhibé comme modèle même de la toile, c'est la relation du peintre au modèle. Nous avons donc ici une espèce de représentation à la puissance 2, une sorte de représentation de la représentation, une représentation de la visée platonicienne de l'archétype à travers le modèle. Et puis, et ceci nous amène au mot modulation que j'avais employé un peu comme ça par glissement verbal, si l'on considère maintenant la série complète des Ménines de Picasso, c'est-à-dire la série d'étoiles que Picasso a exécutées, en prenant cette fois comme modèle la toile de Velázquez, nous avons une sorte de représentation à la puissance 3, n'est-ce pas, une représentation de la représentation de la représentation. Mais alors cette fois, et ceci me paraît important et caractéristique, Picasso, à travers sa variation, et le concept de variation me paraît ici important, nous le retrouverons souvent et dans d'autres contextes, à travers sa variation, il ne cherche pas à préserver ou à conserver un module. Variant, oui. On peut plutôt dire que ce qu'il cherche à faire, c'est à effacer l'invariant modulaire. De sorte que finalement, la série ici se rapporte au modèle pour en faire, si l'on peut dire, éclater les éléments représentatifs. Par conséquent, s'il fallait résumer tout cela, je dirais que dans la relation du peintre à son modèle, nous allons du sens de la représentation à une représentation de l'anéantissement du représenté lui-même. Je pense qu'il est bon ici de rappeler une définition essentielle et de distinguer le sens que tu viens d'évoquer, le peintre et son modèle, qui est grosso modo le sens platonicien. Lequel des deux buts suivants la peinture se propose-t-elle relativement à chaque objet? Est-ce de le représenter tel qu'il est ou tel qu'il apparaît?
La peinture est-elle l'imitation de l'apparence ou de la réalité? De l'apparence. D'un modèle, il y a des images. Et le sens contemporain du terme modèle est plutôt du côté de l'image que du côté du modèle. C'est-à-dire, il y a ce que nous appellerons tout à l'heure de manière rigoureuse une structure qui a des modèles, un peu à la manière dont il y a un modèle qui avait plusieurs images. Le parallélisme n'est pas rigoureux, bien entendu. Il y a eu inversion. Il y a eu inversion et transformation du sens. Le modèle est passé, si tu veux, du théorique au concret. C'est-à-dire que chez Platon, il était dans le théorique et les images étaient dans le concret. Chez nous, le modèle est plus concret que théorique. Voilà très exactement l'inversion qu'il faut signaler. Bon, alors je voudrais revenir au troisième et dernier de ces sens courants du mot modèle. Il s'agit du sens du terme lorsqu'on parle d'un nouveau modèle de voiture ou d'un nouveau modèle de robe, tout aussi bien. Dans ce cas, je crois qu'on revient un peu à ce dont tu parlais tout à l'heure dans ton archéologie, c'est-à-dire on entend ici par modèle soit le premier terme d'une série, le prototype d'une série de voitures, soit même par extension finalement un représentant quelconque de la série elle-même. C'est-à-dire un exemplaire. Un exemplaire, c'est ça. Le modèle, dans ce cas, c'est un exemplaire, c'est un type. Ce qui nous indique d'ailleurs, ce qui nous confirme ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ces emplois courants sont, si l'on veut dire, préhistoriques. C'est ça, sont des régressions historiques. Alors finalement, pour résumer tout cela, on aperçoit une certaine incertitude du mot modèle dans sa fonction circulante, incertitude qui autorise le philosophe à réduire ce concept à d'autres. Par conséquent, je crois que nous pourrons laisser ces significations de côté. Je pense en effet qu'il faut laisser ces sens circulants, comme tu dis, de côté pour le moment, et procéder en première analyse à une élucidation épistémologique de la notion. Il est bien clair que s'il y a eu une révolution sur le terme modèle et sur le terme structure, il n'est pas possible de ne pas parler des sciences qui ont fait révolution à cet égard. Et je crois que sur le terme structure, aussi bien que sur le terme modèle, la révolution est venue des mathématiques et en particulier de ce qu'on est convenu d'appeler l'algèbre contemporaine. Alors, si tu veux bien, on pourrait procéder de manière dogmatique ou a priori, et alors nous sommes maintenant tenus de donner une définition abstraite ou théorique de la structure. Bon. Alors, eh bien, allons-y. Allons-y dogmatiquement. Alors moi, je propose ceci. Premier point, pour définir la structure, on supposera qu'on opère sur un ensemble d'éléments dont on ne spécifie pas la nature. C'est ça. Tu es d'accord sur cette première partie ? On ne spécifie pas la nature, c'est-à-dire que ces éléments peuvent être en mathématiques des points, peuvent être des nombres, peuvent être même des déplacements dans l'espace, peuvent être des opérations, des relations, et ainsi de suite. Mais bien entendu, il n'y a pas, puisque nous essayons de couvrir dans notre définition plus que les mathématiques, on pourrait, je ne sais pas moi, supposer des ensembles de phonèmes, des ensembles d'éléments qui font partie d'autres disciplines que la discipline géométrique. Des ensembles de mythèmes. Des ensembles de mythèmes, comme Lévi-Strauss, c'est ça, exactement. Alors, on ne spécifie pas la nature des éléments. On ne spécifie pas la nature des éléments. Et alors, sur cet ensemble d'éléments dont on ne spécifie pas la nature, on définit axiomatiquement des relations ou des lois de composition interne. Je crois qu'il faut faire la distinction ici. Parce que, par exemple, si l'on dote un ensemble d'une relation d'ordre, on dira que cet ensemble possède une structure d'ordre et c'est une relation. En revanche, dans le cas des opérations, soit des opérations déterminées, multiplication, addition, soit des opérations abstraites et indéterminées. Alors, on a affaire à une loi de composition interne.
Alors, ensemble dont on ne spécifie pas la nature des éléments et sur lequel on définit par voie axiomatique des relations ou des transformations ou des opérations. Il faut quand même bien spécifier que les éléments de l'ensemble peuvent être des relations. Ah, ça, c'est très important. On définit sur eux une relation, etc. C'est très important. Et je crois aussi alors que du point de vue du philosophe, il est très important d'indiquer qu'en dépit de son apparence rigoureuse et abstraite, cette définition n'est pas un trait mathématique. Voilà, ceci, je suis content que tu ajoutes cette incise, parce que si des mathématiciens nous écoutent, ils vont peut-être être scandalisés de notre définition, mais nous ne donnons pas une définition intramathématique pour une raison qui me paraît essentielle, c'est que la mathématique est actuellement en plein devenir, et que toute cette théorie des structures est en voie de dépassement avec la théorie des catégories, etc., et qu'on peut espérer que les mathématiques donneront une définition rigoureuse de la structure. Nous nous sommes contentés ici de donner une définition qui englobe la totalité de ce que la modernité appelle des structures quand elle parle sérieusement et non pas dans des sens délavés. Et je crois que maintenant que nous avons donné cette définition, il serait bon de donner un exemple de structure. Je pense par exemple que la mathématique moderne fourmille de structures. L'algèbre fourmille de structures. On définit aussi des structures topologiques. On pourrait donner un exemple simple en parlant de la fameuse structure de groupe. Oui, je crois qu'il est bon de le rappeler, il est bon de la donner parce que alors, elle a des emplois. Si on définit une loi de composition interne sur un ensemble E, alors il s'agit bien de l'ensemble dont nous avons parlé et de la loi de composition interne dont nous avons également parlé, cette loi, elle obéit à un certain nombre de propriétés, et pour que l'ensemble soit muni d'une structure de groupe, il faut qu'elle soit associative, qu'elle possède un élément neutre, et que tout élément est un inverse par rapport à cette loi de composition. Alors l'algébriste dira que l'ensemble est muni d'une telle loi, définie axiomatiquement comme je viens de le dire, possède ou est muni d'une structure de groupe. Bon, voilà. Là je crois... Alors la mathématique, je peux en donner d'autres exemples, il y a des groupes, des anneaux, des corps, la structure d'idéal, la structure d'algèbre, etc., des structures topologiques, enfin, il y en a autant qu'on veut. Et pareillement en linguistique, on pourra opérer sur l'ensemble fini, le stock fini des phonèmes d'une langue, et définir des relations comme par exemple des relations d'opposition, de discrimination, etc. C'est tout de même la même chose, c'est-à-dire ça tombe bien sous notre concept de la structure. Alors je crois que nous pouvons aller en avant maintenant et tenter de définir sur cette base le modèle. Est-ce qu'on ne donne pas un exemple de groupe avant pour clarifier les choses? Peut-être qu'on le donnera tout à l'heure, à titre de modèle de cette structure. Parfaitement. Alors, il me semble qu'à partir de cette définition de la structure, les choses vont se compliquer un peu. Parce que on peut fixer non pas un, mais deux sens du mot modèle, me semble-t-il. Deux au moins. Deux au moins, et la difficulté tient à ce que ces sens sont peut-être, dans une certaine mesure, inverses l'un de l'autre. Voici ce que je te proposerai. En gros, très en gros, étant donné une structure, on peut, par spécification des éléments et des relations, en déterminer des modèles. Ça, ce sera le premier sens, peut-être le plus strict, en tout cas le plus mathématique. Et en un deuxième sens, plus difficile à cerner peut-être, étant donné un phénomène, une réalité, une région objective, il s'agira de construire une structure dont on dira quel est le modèle du phénomène réel considéré. Alors, conformément à cette première définition, et pour évoquer l'exemple de tout à l'heure, on dira qu'il y a des modèles de la structure de groupe. Oui, je crois qu'il est indispensable de donner des exemples au moins de la structure de groupe, d'autant plus que dans les classes terminales, ces notions commencent à devenir familières aux élèves. Par exemple, on peut parler d'un groupe de translation en géométrie, on peut parler de groupe additif pour l'addition sur les antinaturels, et ainsi de suite. Un cas plus compliqué pourrait être fourni par le groupe des permutations, par exemple. Mais ceci est déjà un peu plus difficile. Enfin, je crois que les meilleurs exemples sont ceux de la géométrie, le groupe des translations, et celui de l'arithmétique, le groupe additif. Oui, à propos d'arithmétique, je crois qu'il faudrait ici prendre des précautions
en ce qui concerne l'emploi fait du concept de modèle en logique mathématique, en logique symbolique. Parce que la situation est un petit peu différente de celle que nous sommes en train de décrire. En gros, voici comment on peut présenter les choses. En logique mathématique, il convient de prendre en considération non pas seulement deux termes, structure et modèle, mais plutôt trois. Système formel, formalisation, système logistique, structure et modèle. Alors, on a d'abord, supposons qu'on ait un système formel. Par exemple, une arithmétique entièrement formalisée, c'est-à-dire une arithmétique où les déductions sont mécanisables. Eh bien, on aura des interprétations de ce système formel. En lui-même, il n'est qu'un jeu mécanique, et on peut l'interpréter. Alors une interprétation, ça sera quoi? Ça sera un domaine d'objets doté d'une certaine structure et qui correspond, selon des règles à définir, mais qui correspond, qui soutient une certaine correspondance avec le système formel. Signalons en passant qu'on appelle sémantique l'étude de ces règles de correspondance entre un domaine doté d'une structure et le système formel. Alors, une interprétation, c'est-à-dire un domaine d'objets doté d'une structure, peut, sous certaines conditions que le logicien précise, être dit un modèle du système formel. Par exemple, l'arithmétique intuitive, l'arithmétique que tout le monde manipule, peut, sous certaines conditions, être tenue pour un modèle de l'arithmétique entièrement formalisée, entièrement axiomatisée. Mais il y a là un phénomène tout à fait remarquable et qu'il faut signaler, c'est que dans ce cadre-là, un même système formel peut accepter des modèles dont les structures sont différentes, ou pour parler le langage des mathématiciens, dont les structures ne sont pas isomorphes. Alors, il y a là quelque chose d'un petit peu différent, sur lequel nous ne reviendrons pas, je crois, dans la suite, mais qui nous conduit à cette considération épistémologique importante que le couple modèle-structure, tel que nous venons de le définir, ne recouvre pas exactement le couple modèle-formalisation, modèle-système formel. Je crois que cet insiste devait être fait. Un effet très important, et notre première définition du terme modèle est plutôt empruntée au champ logico-mathématique. Je ferai peut-être une remarque sur ce point, c'est que dans le couple structure-modèle, la relation qui les unit est une implication et non pas une équivalence. Mais ceci, c'est comme le problème de l'isomorphie, nous ne pouvons pas définir de façon précise tous les termes en question, cela nous amènerait trop loin. Tu pourrais peut-être donner en revanche la deuxième définition. C'est ça. Puisque nous avons fait allusion à la définition du modèle dans le cas du champ logico-mathématique, il est bien clair que dans d'autres sciences, les sciences appliquées, les sciences de la nature, la biologie, ainsi de suite, la technologie même, on est amené, les sciences humaines, on est amené à construire des modèles. Quel est le sens du terme modèle dans ce cas-là?